Bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers étudiants, chères étudiantes, donc, dans le cadre de l'enseignement à distance et de cette période de confinement, on va reprendre donc à faire la deuxième séance de révision avant les examens. Et vous êtes les bienvenus. Alors, ici c'est toujours dans le module algèbre 6, et je vais donc attaquer un exercice très intéressant dans le cas des applications de R dans R. On va essayer de l'établir que c'est un nom commutatif. Donc c'est un nom commutatif. On va montrer que A n'est pas intègre. On cherche les éléments inversibles de A. Puis on va déterminer les diviseurs de 0 de A. Puis on va essayer de caractériser certains idiots premiers. On montre donc que le I delta avec le delta qui est ici est un idéal de A. Lorsque le n est supérieur ou égal à 2, il n'est pas premier. Et lorsque le n est égal à 1, c'est un idéal maximal. Alors pour commencer, on cherche un système commutatif. Ici, les lois F et G sont définies comme on le voit au tableau. Donc ici, pour on travaille un peu sur deux plans, bien précis s'il vous plaît. Quand je prends ici F, G appartenant à A, on définit la somme F plus G et le produit F, G. Donc ici, c'est la loi dans A, parce que je suis dans A plus 3. C'est une fonction ici, F plus G c'est une fonction et FG c'est une fonction. Comment il est défini? Donc, on cherche à la définir. Alors, F plus G, c'est une application qui va de R dans R, qui a X, qui correspond F plus G de X. Et c'est la fonction. Alors, comment je définis cette fonction? Mais cette application, je la définis par F de X plus G de X. Alors, si on fait attention, on a ici deux lois. Pardon. Et on a celle-là. Et on a aussi cette loi. Et FG aussi, il va de R vers R à un X dans R, enfin ceci. F fois G. Ici, c'est la loi. Donc, la loi de appliquer à X est égal à F de X fois, je vais chercher comme ça, G de X. Donc ici c'est F plus G, ici G, ici je vais ajouter un petit point en rouge. Alors, c'est les lois fonctionnelles dans A, et ici c'est les lois dans R. Cet élément, c'est un réel, et cet élément, c'est un réel. Donc ici, on travaille sur deux plans, on travaille dans A, mais pour faire les calculs et satisfaire les conditions cherchées, on est obligé d'aller dans R, parce que la définition de l'application oblige. Ainsi, donc, vous avez FG, donc, on a su FG de X. Notez d'abord, donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici, c'est derrière. On vérifie K plus c'est un groupe abélien, c'est simple à vérifier. F plus G appartient à A, il est stable, c'est une loi interne. Et chaque élément a un inverse. Il y a l'élément neutre qui est la fonction nulle θ, la fonction que j'entre encore 0 de A. C'est une application de R dans R. Et pour un élément G dans A, on a l'opposé moins G, et il est défini par moins G, donc c'est l'opposé de. Donc ici encore, la fonction. Vous l'avez, ici vous avez, je prends un élément G qui appartient à A, l'opposé de G, c'est moins G, c'est une application de R vers R, qui a X, qui correspond à moins G, ici c'est l'application appliquée à X, mais ça, c'est exactement égal. Je prends G de X, qui est un réel, puis je prends l'opposé.
Donc, l'opposé du G il est défini à travers l'opposé de ces valeurs, à travers les éléments de R. Donc ici, ça nous donne une structure du groupe abélien. Et voilà, pardon, la loi. La loi multiplication et commutative, c'est-à-dire que soit Fg appartient à A, Fg égale à Gf. Donc pourquoi je fais la commutative en premier lieu? Parce qu'il y a d'autres propriétés où je dois vérifier les calculs à droite et à gauche lorsque ce n'est pas commutatif. Alors si je sais que la loi est commutative, je n'aurai pas besoin de faire le calcul deux fois. Donc vous avez Fg de x, c'est égal à Fx fois G de x. Je sais que R plus principalement, donc la multiplication dans R, elle est commutative. Donc j'ai G de x fois F de x. Et ça c'est exactement Gf de x, c'est-à-dire, aussi on a deux fonctions sont égales lorsqu'elles ont les mêmes valeurs en chaque élément. C'est le cas ici, je prends x tel qu'on prend R. Vous avez Fg de x, c'est égal à Gf de x pour tout x. Donc, ça veut dire que les fonctions Fg et Gf sont égales, et c'est la commutativité. La loi est associative. Voilà. On prend FGH dans 1 et on cherche à montrer que F fois GH est égal à FG fois H avec les parenthèses de part et d'autre. On prend alors, donc, on va juste vérifier que les deux fonctions coïncident en chaque élément de R. On a FGH appliqué à x est égal à f de x, GH de x, qui est donc égal par la définition de la multiplication. Donc c'est égal à f de x fois g de x fois h de x. Mais je sais que R est un anneau, donc la multiplication dans R est associative. Et puisqu'elle est associative, donc ça nous donne exactement, c'est Fg de x fois h de x. Et ça nous donne alors que Fg h de x. C'est ce que je cherche, donc la loi est associative. Pour la distributivité, la loi est distributive, c'est-à-dire pour FGH des éléments de A, j'ai Fg plus H est égal à Fg plus Fh, et G plus H fois F est égal à Gf plus HF. Donc, pour le montrer aussi, il faut montrer, on cherche à montrer que les deux fonctions sont égales, la même chose ici que les fonctions sont égales, donc il faut montrer qu'ils ont les mêmes valeurs en chaque x de R. Alors, f g h de x est égal à f de x fois g plus h de x, donc c'est f de x, g de x plus h de x. J'utilise ici la définition de la multiplication qu'on prend là-bas, qui est donc égal à f de x, g de x plus f de x, h de x, car R est un anneau, donc la distributive dans R. La multiplication de R est distributive par rapport à l'addition, c'est classique. Donc, on utilise cela pour dire que fg de x égale que c'est égal à fg de x plus fh de x, et ça nous donne donc cfg plus fh de x. Donc on a ici la distributivité à gauche. Mais puisque la loi est commutative, la distributivité à gauche, mais puisque la loi est commutative, alors on a aussi f plus g plus h fois f à droite est égal à Gf plus Hf, utilisant le de la loi est distributive, parce qu'on a de part et d'autre l'élément neutre pour la multiplication, c'est la fonction A1, c'est la fonction constante de valeur 1, et pour 1 en chaque élément à toutes qui sont associés 1. En effet, quand on vérifie, on prend un élément f de A, x dans A, on a f en 1 à de x, c'est 1 fois x, c'est égal à f de x. Donc f fois 1a égale 1 fois f, et ça nous donne exactement ce qu'on cherche. 1a qui est la fonction constante de valeur 1. Ainsi, nous avons a plus est un groupe abélien, l'addition, la multiplication est associative, et les distributifs par rapport à l'addition, il a un élément neutre, un a, et donc on a un anneau. Et si je retiens, préciser une petite chose s'il vous plaît, puisque là est compté. Je précise les choses. Et n'est-ce pas, ici, une petite précision. Pour nous, un anneau, on a dit A plus 3, vous avez
plus groupe abélien, vous avez point associatif, l'avant-point est commutatif, la multiplication donc appelée par distributive par rapport à l'addition et alors une condition de supériorité point admet élément neutre 1 1. Alors les cases, c'est condition. Pour nous, la définition que nous avons donnée en classe, ça nous suffit pour dire que c'est un amour. Mais dans certains ouvrages, ou bien pour d'autres cours, peut-être on aurait l'élément neutre en A. On n'oblige pas. Mais dans ce cas, un anneau. Et si c'est pas un anneau pour moi, dans certaines lectures, on va juste dire c'est A plus point avec un A. C'est un anneau. Un anneau unitaire. Donc ici, il y a l'élément neutre, on dit un anneau unitaire. On cherche la différence subtile. Mais pour nous, un anneau, obligatoirement, il est unitaire. Donc tous les anneaux qu'on considère sont unitaires. Et je reviens avant. Donc on a notre A est un anneau, et si vous voulez, il est unitaire dans notre situation. On cherche alors les éléments inversibles de A. Alors, un élément F appartient à A. C'est bien. Les éléments inversibles de A, on prend F. On suppose qu'il est inversible, donc il n'est pas nul. Et je prends H son inverse, je cherche à trouver la propriété de F pour le caractériser. Donc on a F fois H égale à 1A. Ça veut dire que pour x un élément de R, vous avez f h de x est égal à 1, et c'est-à-dire f de x fois h de x est égal à 1. Mais ici, je suis dans R. F de x, h de x, c'est dans R, et R, c'est encore. Donc, pour que f soit inversible, cette condition, quel que soit x appartenant à cela, ça veut dire que f de x est différent de 0. Et ça pour tout x appartenant à R. Donc ça nous donne que f de x est différent de 0. Et dans ce cas-là, on peut toujours calculer h de x est égal à 1 sur f de x. Les calculs, c'est dans R. Ainsi, donc, un élément f appartenant à U de A est équivalent à f ne s'annule jamais. L'application que je n'ai pas faite, elle est évidente. Lorsqu'il ne s'annule jamais, on remonte le calcul et on retrouve la même chose. Donc un élément est inversible lorsqu'il ne s'annule jamais. Et s'il y a une équivalence. Donc U de A, l'ensemble des éléments inversibles de A, c'est exactement les applications dans A, telles que, quel que soit x appartenant, f de x est différent de 0. Donc on peut noter maintenant f moins 1, c'est 1 sur f. Mais faites attention, parce que donc l'inverse pour la composition des applications, et c'est sur la multiplication qu'on vient de définir. A n'est pas intègre, par exemple. Ici, puisqu'on sait qu'il n'est pas intègre, il suffit de donner un contre-exemple. Alors ici, je prends fg dans A, que je définis comme au tableau, donc f de x égale à 1 pour x supérieur égal à 0, est égal à 0 si x est strictement inférieur à 0, et g de x c'est le contraire. Nul lorsque x est strictement supérieur à 0, et pour la valeur 1, ou la valeur que vous voulez non nulle, si x est inférieur à 0, alors pour tout x appartenant à R, nous avons bien fg de x est égal à 2x fois g de x égale à 0. Et donc, fg, c'est la fonction nulle dépend bien 0 de a. Ça veut dire quoi? Vous avez f différent de 0a, g différent de 0a, avec fg égale 0 a. C'est-à-dire que f et g sont des diviseurs de 0 de a. Donc, a n'est pas intègre parce qu'il est diviseur de 0. En fait, on peut retirer un peu pour expliquer c'est quoi un nombre intègre. En fait, vous avez A, un nombre qui est quelque chose de P plus un nombre intègre, si
quel que soit AB appartenant à B, vous avez AB égale à 0 de B implique A égale 0 de B ou B égale 0 de B. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a pris F G égale 0 de A, mais F différent de 0 de A et G est différent de 0 de A. Donc on dit exactement que ce n'est pas un texte, parce que la façon dont il est écrit ne se met pas la sécurité de façon directe. Les diviseurs donc, c'est-à-dire, je cherche maintenant les diviseurs de 0 d'une façon générale. Tout à l'heure, on a juste donné un exemple pour montrer qu'elle n'est pas intègre, mais maintenant, on va chercher les diviseurs de 0. Donc, je prends F, un élément qui n'est pas inversible, parce qu'un élément inversible n'est jamais un diviseur de 0 de A, et qui n'est pas nul, parce que 0 n'est pas considéré comme un diviseur de 0, par la définition qu'on a donnée en classe. Alors, puisque il n'est pas dans U de A, il s'annule quelque part, parce qu'on a dit tout à l'heure que les éléments de F de A ne s'annulent jamais. Donc, puisque F il n'est pas dans U de A, nécessairement, il s'annule quelque part, c'est-à-dire il va exister un certain B sous ensemble de R, tel que F, quelque chose dans B, f de x est égal à 0. L'application G, alors, définie par G de x égale 0 si x appartient à R moins B, et 1 si x appartient à B. Elle n'est pas nulle, parce qu'il prend la valeur 1, et il vérifie que fg fois A, fg est égal à 0 de A, c'est-à-dire quelque chose x appartenant à R, f de x fois g de x est égal à 0 de A, relativement à leur définition. Donc, c'est-à-dire ici vous avez, ils sont là, donc, avec la flèche rouge là-bas, fg sont des diviseurs de 0 de A, et qu'est-ce qu'on déduit? Que l'ensemble des diviseurs de 0 de A, c'est les fonctions qui s'annulent quelque part, c'est-à-dire l'ensemble des applications de R, elles existent au moins, elles peuvent être nombreux, un x et f de x est égal à 0. Alors la conclusion qu'on peut tirer de cela, remarquez, soit lorsqu'un élément ne s'annule pas, il est inversible, et lorsqu'il s'annule, c'est un diviseur de 0. Donc effectivement ici, c'est un cas particulier dans la structure des anneaux, que A, c'est U de A, union Z de A, union 0. Cela veut dire que tout élément dans A moins 0 est ou bien inversible ou bien un diviseur de 0. Donc la question suivante, c'était de chercher, de définir quelques études de A. On nous a donné la question 3 ou 4. Soit n appartient à étoile et delta égale x à x, n un sous-ensemble de R. Je pose et delta, c'est l'ensemble des éléments de A qui s'annulent sur les éléments de delta, c'est-à-dire sur delta. C'est f appartient à x égale à 0 lorsque i égale 1 jusqu'à n. On veut montrer que ça c'est un idéal. En fait, on est là, en effet. En effet, vous avez et delta, il est différent de 0, du vide, pardon, il n'est pas vide, car il contient le 0. Puis fg appartient à delta et h appartient à a, je vais faire, donc fg appartient à delta, donc f de x égale g de x, que ce soit i égale 1 jusqu'à n, égale à 0 plutôt. Ainsi, quel que soit i dans 1, n, vous avez f moins g de x, i, c'est f de x moins g de x, c'est exactement égal à 0 à cause de la première ligne. Et donc, aussi h, f de x, c'est h de x i, f de x i, puis f de x i est égal à 0, donc obligatoirement, quelle que soit la valeur de h, f de x i égale à 0, donc vous aurez h de x, f de x égale à 0. Ça nous donne que f moins g appartient à 1, et aussi hf appartient à 1. C'est exactement la définition d'un idéal, et on peut conclure que I delta est un idéal de A. Alors, on va essayer de sélectionner les idéaux premiers parmi ceux-là. Alors, on nous demande de montrer que lorsque delta est supérieur, le cardinal de delta, c'est-à-dire le n est supérieur ou égal à 2, et delta n'est pas premier. En effet, je prends deux entiers tels que s plus r égale à n, je définis deux fonctions, f de x, c'est de lorsqu'x est dans x1 jusqu'à xr,
et 0 lorsqu'X appartient à X1, XR. N'appartient pas plutôt 2 lorsqu'il appartient et 0 lorsqu'il appartient. Et G de X, c'est 1 lorsqu'X est dans XR plus 1XN et 0 lorsqu'X est dans X est dans XR plus 1XN. Alors, une simple vérification montre que F n'appartient pas à E delta. D'accord? F n'appartient pas à E delta parce qu'il ne s'aime pas pour tenir. Lorsque X, donc par exemple pour XR, lorsque X n'appartient pas à XR plus 1, la fonction F s'annule. Et ne s'annule pas pour les autres. Donc vous avez ici la fonction qui n'appartient pas à E delta. Et aussi la même chose pour G delta. Remarquez, G delta, il ne s'annule pas pour les X1 jusqu'à XR, qui ne sont pas là. Donc il n'appartient pas aussi à delta. Mais quand vous faites le produit FG, c'est la fonction vue, il s'annule pour tous les XI, parce que G s'annule d'un côté et F sur l'autre partie. Entre X et XR, F est nul, entre XR plus à XN et G est nul. Quand je fais le produit, je trouve exactement que le produit s'annule sur X1 jusqu'à XR. Et donc, qu'est-ce que ça donne? FG n'a aucun delta, mais le produit appartient. C'est pas un idéal premier. Donc, si vous venez ici, donc si on a un règle, si vous voulez, on va définir ici le temps de alors ici, s'il vous plaît, un médian de D, et ici vous avez D plus 1, un anneau, et un idéal de B, I premier, est équivalent à quel que soit X, Y appartenant à B, voilà, X fois Y appartient à I, implique X appartient à I, ou Y appartient à I. À chaque fois que le produit de deux éléments de B est dans I, ou bien X est dans I, c'est pas exclusif, X appartient ou Y appartient à I. Alors qu'est-ce qu'on a montré ici? Vous avez F n'appartient pas à I delta, G le produit appartient à I delta. Donc c'est exactement, ça justifie exactement que I delta n'est pas premier. Alors on va montrer maintenant, lorsque le cardinal est égal à 1, que I delta est un idéal maximal. Dans ce cas, on pose delta égale à x1, puisqu'il y a un seul élément, le n est égal à 1. On pose alors f delta juste pour faciliter l'écriture, égale à i x indice 1. Nous avons l'application phi de R de A dans R. Et quand on fait les deux groupes, ici, on pose delta égale à x1. Donc, je conserve l'application ici de R dans R, donc c'est l'applique de A dans R, donc ici, de A dans R, qui a F, tout constant, F de X1. Donc ici, tout le monde est, parce que FG, vous avez F plus G, ici de F plus G, égale F plus G de x1 est égal à f de x1 plus g de x1, et ça c'est exactement égal si de f plus si de g, et de même vous avez si de fg de, donc ici de égal à f fois g de x1 est égal à f de x1 fois g de x1, et ça c'est exactement si de f fois si de g. Donc j'ai bien un homomorphisme. Il reste une chose, vous avez aussi ici, parce que les anneaux sont unitaires, il faut calculer ici de 1 à, ça c'est exactement 1 à appliqué à x1, et c'est 1 c'est l'application constante, c'est 1. Et ça, c'est l'élément neutre de R.
donc on a exactement f de 1A est égal à 1R, donc on a un nombre plus d'un nombre de plus. Cette nombre plus d'un nombre, elle est surjective. Un nombre qui est surjectif par construction. Pourquoi quand je prends un élément, un x, donc entre c'est dans R, je prends un P qui appartient à R, je conserve l'application FP qui va de R vers R, la constante, donc il y a x associé, FP de x égale l'application constante de valeur B. Elle répond bien à la question, donc vous avez exactement ici de FB qui est égal à B, donc c'est surjectif. C'est un nombre surjectif, qu'est-ce qu'il me donne? On cherche alors le quart de psi, si vous voulez, vous pouvez le chercher de ce côté-là, excuse. Donc, vous avez F pour le quart de psi. Vous avez F appartient à quart de psi. En fait, c'est équivalent à F de x à psi de F égale à 0. Et ça me donne exactement que F de x1 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à F qui appartient à I delta qui est x1. Donc, il avait exactement le quart. C'est ce qu'on a noté ici. Ça nous donne que le quart. Donc, que le quart de phi est égal, en fait, j'ai noté psi au lieu de phi, donc c'est psi ou phi, est égal à ix1. J'applique le premier théorème d'isomorphisme qui nous dit que 1 sur le quart de phi est isomorphe plutôt à R, puisqu'il est surjectif, l'image, et dans ce cas aussi, vous avez R est un corps, si on peut le faire, vous avez pas l'heure. Donc ici c'est alors ici vous avez on a le cœur de phi égal à cela, on a image de phi égale à R, la montée surjective elle est là, donc ici ça implique que image de phi égale à R. Donc premier théorème de l'entreprise. A sur quart de phi est isomorphe à image de phi, c'est-à-dire vous avez A sur x1 est isomorphe à R, vous avez R encore, et on a le résultat, voilà, je vais le passer ici, on a l'autre résultat qui dit que vous avez un petit théorème. La conclusion du cours, on vous dit que si un égal de A dans la norme B, alors I premier est équivalent à B sur I est un corps. Ce qu'on a ici, 1 sur 4 de phi x1 et isomorphe R, R c'est un corps, donc le x1 est un idéal maximal de R, et ainsi enfin le T ici. Merci de votre attention et bon courage.